Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française, 18e épisode d'On en discute où aujourd'hui on va débriefer la première semaine de la Vuelta qui a eu lieu avec toujours Sepp Kuss qui est maillot rouge de ce Tour d'Espagne où du coup on va avoir les tops et les flops de chacun. On aura d'ailleurs ensuite un petit débat sur l'organisation de cette Vuelta. Puis vous aurez toujours votre séquence qu'on a à chaque fois. On en discute, on n'en discute pas. Et donc pour cette vidéo, je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut à tous. Et je suis aussi avec Hippo. Salut Hippo. Salut les goths. Allez Nono. Allez Nono. Thibaut Pinot remporte le Tour de France 2019. Ouais, c'est énorme. Donc on est parti tout de suite pour parler de cette première semaine de la Vuelta. Bon du coup Hippo, quel est pour toi le coureur qui t'a marqué sur cette première semaine? Bah moi, voilà, je vais être un peu chauvin, mais je vais dire Lenny Martinez, qui a donc Allez voir l'interview d'ailleurs. Allez voir l'interview. une interview dispo du début d'année. Et donc la toute première vidéo de l'année. Hein. On était loin de s'imaginer que il irait chercher le maillot de leader sur la Vuelta. Et pourtant, il l'a fait un peu à la manière du coup d'un Jay Hindley sur le Tour, en partant en échappée et puis en arrivant à bien rester au contact de Sepp Kuss dans la dernière montée. Donc il a gardé le maillot rouge 2 jours, je crois, et il l'a perdu du coup hier au profit de Sepp Kuss. Mais ce que fait Lenny Martinez, au-delà de ça, c'est énorme. On l'a vu encore aujourd'hui tenir très longtemps avec les meilleurs. Gros espoir et grosse Vuelta qui est en train de nous sortir. Ouais, c'est sûr qu'il nous a régalé sur... en fait, il nous régale de jour en jour. C'est ça qui est dingue avec lui, c'est que il nous surprend. On a l'impression qu'il n'a pas de limite. Même là aujourd'hui, il termine. Bon, du coup, c'était un peu bizarre l'arrivée. On en reparlera après, mais il termine avec Ute Brooks et Sepp Kuss quand même, quoi. Donc gros niveau de Lenny et on a l'impression que il a pas de limite. Et moi, je pense qu'il peut aller peut-être quand même chercher un top 10, quoi, à la fin de la Vuelta. Ça serait incroyable. Bah, clairement, enfin, je pense que le top 10 là est largement envisageable. On espère la petite victoire d'étape aussi. Hein. Franchement, vu ce qu'il a montré, il y a vraiment quelque chose à faire aussi de ce point de vue-là. Ouais, après, la victoire d'étape, ça va être chaud quand même. Faudrait qu'il ait un nouveau point de sortie. Il a dit lui-même qu'il aimait en plus pas trop prendre les échappées, que c'était sa première échappée qu'il prenait. S'il peut aller chercher une étape, ça serait incroyable, mais ça serait bien que Groupama, dans sa globalité, arrive peut-être à aller chercher une étape. Je pense que Mikel Storer, il a largement les moyens si il arrive à prendre la bonne échappée, quoi. Surtout qu'en plus, il a quand même sacrifié sa première semaine pour Lenny. Hein. Il a fait un énorme boulot sur l'étape 6 et l'étape 8, quand même, le boulot monstrueux qu'il a fait, Storer, c'était vraiment incroyable, quoi. Il a été du net pour Lenny, c'était phénoménal. À noter aussi quand même l'importance d'un Rudy Mollard également pour encadrer tout ça. Et je crois c'était Rudy Mollard qui était dans l'échappée aussi sur l'étape 6 avec côté groupe. Ouais. C'est ça, Storer et Rudy Mollard. C'était les deux qui étaient avec. Voilà, franchement, la Vuelta de la Groupama, globalement, c'est complètement l'inverse du Tour de France. Hein. T'as toujours un mec dans le top 10, maillot de leader. Et en plus, tu passes pas loin de la victoire avec Lenny et avec Grégoire lors de la deuxième étape. Même sur le chrono par équipe, t'es pas loin. Enfin, impressionnant cette première semaine. Ouais, par contre, du coup, moi, Grégoire, je suis un tout petit peu déçu parce que je trouve qu'on l'a pas vraiment vu cette première semaine. Après, il y a pas non plus 60 étapes. Ouais, mais même en échappée, on l'a pas vu. Enfin, bon. Voilà, après, c'est pas très grave, mais juste, je pensais qu'on le verrait un peu plus, quoi. Bah, c'est quand même aussi normal que. Après, déjà, c'est la Vuelta, hein, c'est pas avec tout le respect pour le Tour du Limousin, mais c'est pas le Tour du Limousin, donc le niveau est super élevé, surtout sur cette Vuelta. Donc ça peut se comprendre aussi que du coup, toute la Groupama, là, après les gros résultats de Lenny, quand il avait le rouge, ils devaient tous rester autour de lui. Donc il n'y a pas eu vraiment plus d'étapes qui lui conviennent parfaitement. Peut-être aujourd'hui et encore, je pense que hier où c'était plus un mur, mais je pense que c'était quand même plus typé grimpeur. Donc moi, je pense qu'on va le voir dans les échappées dans les 2 semaines qui suivent là.
Ouais, bah il va avoir de toute façon une marge de manœuvre, hein. Je pense pas qu'il va devoir toujours rester avec Lenny, etc. Donc il aura sa chance, c'est sûr. Et du coup, bah, toi, Yorick, quel est ton top, le coureur Alors moi, qui t'a marqué sur cette enfin moi première semaine? j'ai fait une petite exception, c'est pas un coureur, moi c'est une équipe encore française et c'est la Total Energy. Je trouve leur début de Vuelta incroyable. Il faut quoi? Il y a un top 3 de Van Gestel au sprint. On a vu un gros Steph Kras également, en tout cas sur la première étape de montagne. Là, il est un peu rentré dans le rang, entre guillemets, mais ça reste quand même très correct, très bon. Et bah, la victoire de Geoffrey Soupe au sprint, quoi. Enfin, devant tout le monde, dans un final assez chaotique, quand même. Mais je trouve cette première semaine impressionnante. Voilà, une victoire d'étape. On les a souvent vus acteurs. Toujours quelqu'un à l'avant, toujours dans les bons coups. Enfin, franchement, leur Vuelta est impressionnante rien que sur cette première semaine. Et comme pour Lenny avec le maillot rouge, hein, la Vuelta, elle est déjà réussie complètement côté total, quoi. Donc, j'ai hâte de les voir sur les 2 semaines de course qui restent. Et je leur souhaite d'en chercher une autre pour un Steph Kras, notamment, qui a été assez malchanceux cette année. Donc, voilà, chercher une petite victoire, ça serait cool pour lui, je trouve. Du coup, avec une victoire d'étape, c'est un tour réussi. Ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas gagné une. Ça va faire du bien à l'équipe quand même, parce que bon, avec Sagan qui a pas trop marché, au final, il n'y a pas eu beaucoup de victoires en World Tour. Ouais, une crise de résultats cette année, surtout comparé à l'an passé où tu avais Burgodo, Ferron, Villermoz qui avaient gagné en World Tour notamment. Là, cette année, tu avais quasiment personne, quoi. Si ce n'est personne, même, complètement. Mais- Ouais, mais- j'ai pas le souvenir de. Ce qui est marrant, c'est que sur ce tour, ce tour d'Espagne, les deux équipes françaises qui réussissent le mieux, c'est les deux équipes françaises qu'on a le plus critiquées cette saison. La Groupama surtout sur le Tour de France et du coup, la Total sur leur saison dans la globalité. Donc ils réagissent bien et ça montre bien que faut pas juger la saison avant la fin, quoi. Donc moi, mon top, je vais pas être très original, mais on n'en a pas parlé du tout depuis le début. Faut quand même dire que du coup, bah, comme toi, Yorick, c'est plus l'équipe Jumbo, mais plutôt je voulais souligner le duo Roglic-Sepkus. Mais non, du coup, moi, je trouve que la tactique de Jumbo, qui bah, aurait pu vouloir écraser tout avec Roglic et Vingegaard, finalement, ils ont bah, profité de cette étape 6 complètement folle pour bah, finalement faire sortir Sepkus et du coup bah, il va chercher une superbe étape et il était super proche de Lenny. Bravo à Lenny d'ailleurs d'avoir tenu comme ça. La bataille était incroyable, mais du coup Sepkus ouais, qui bah, a toujours quand même 2 minutes 2024 sur Remco. Ça rajoute du coup une troisième carte pour la Jumbo et je trouve que c'est vachement bien et ils ont une dream team et ils font quand même le show parce que bah, ils pourraient faire comme le faisait Ineos, enfin plus Sky, faire le gros train-train et, Ah, et puis bah, après, écraser tout le ils monde. le faisaient assis avant, hein. Ils l'ont fait sur le Tour de France, Oui, etc. aussi, hein. mais là tu vois ils Mais sont un cette peu année, plus oui, dans un là, style ouais, ouais. feu d'artifice et je trouve ça sympa de laisser bah, sa carte à Sepkus qui, bon, je pense, de toute façon, aura du mal à tenir au vu du fait qu'il a fait les trois grands tours, mais voilà. Donc, Ouais, enfin bon, moi, j'ai l'impression quand même qu'il s'amuse là, que Vingegaard il regarde un peu de derrière, il laisse un peu Sepkus gagner, se faire plaisir. Après, on les voit Puis, déjà dominants, hein. Enfin, ouais, et ouais. Et mais du moment où il tu va regardes, accélérer, Vingegaard, ce sera plus pareil. tu- tu regardes juste, t'as la troisième étape où Kuss il attaque de plus loin, donc il prend un peu cher, mais sur les 3-4 arrivées au sommet qu'on a eu depuis, à chaque fois, quand là, les 2 dernières, je crois, on a eu encore 2 arrivées au sommet, quoi, donc, ou avec une côte, mais tu regardes dans les 6 meilleurs, à chaque fois, t'as 3 jumbo, Kuss, Roglic, Vingegaard, t'as Remco, t'as Mas et t'as Ayuso, quoi, donc, sur la moitié des meilleurs leaders, c'est des jumbo, quoi, donc, après, c'est clair que voilà, faire ce qu'ils ont fait sur l'étape 6, parce qu'on va pas se mentir, si Lenny a pu porter le maillot rouge pendant 2 jours, c'est grâce à Jumbo notamment, avec les mecs qui ont fait un taf monstrueux dans l'échappée. Mais bon, après, enfin, ça reste quand même une équipe qui surdomine, quoi. On voit que très clairement, il y a Jumbo, ensuite allez, on va dire UAE, Quickstep et bon, pas Ineos, mais en temps normal, t'es censé avoir Ineos, et derrière, t'as le reste, quoi. Mais
c'est clair que voilà, Sepkus mérite en tout cas sa victoire d'étape. Il gagne pas souvent, il est souvent équipier modèle, donc c'est cool pour lui. C'est bien aussi pour son palmarès. Ça me fait penser un peu à la reconnaissance l'an passé où je crois t'as Racing, t'as Toynison, enfin t'as des équipiers tu sais l'an passé qui portent un jour chacun le maillot rouge en guise entre guillemets de remerciement. Oui, Tu vois, après, donc ça c'est ça, c'était différent. C'était. ouais, la- la- c'est la- différent, la- mais tu sais dans l'idée j'aime bien, tu vois, genre en mode tu- voilà, Ouais, t'es équipier, mais t'as ta chance quand même de porter ton petit maillot de leader. Voilà, t'es pas constamment au service ouais, oui, de voilà. tes gars comme sur le Tour de France Bah, c'est notamment, ça, tu vois. c'est ça. Il y a plus de marge de manœuvre, donc c'est quand même cool et mérité pour Sepkus qui fait une grosse année. Et aussi à souligner Roglic qui, moi, je trouve, est au-dessus de Vingegaard parce que bah, déjà il gagne l'étape hier, donc ça c'est bien pour lui. Et puis quand on regarde l'étape, bon du coup vous verrez la vidéo lundi, mais l'étape de dimanche, au moment où les temps sont figés, Vingegaard, on voit qu'il reculait et qu'il n'était pas au top. Donc tu peux pas bluffer dans du 15%, quoi. Donc pour l'instant, en tout cas, Oui, moi je trouve que Roglic est une jambe au-dessus et ça va être dur pour Remco de tenir. Après, faut dire que voilà, que Vingegaard il double avec le Tour et Roglic aussi, lui, pour une fois, il a eu une préparation idéale pour la Volta, quoi. Donc, la seule fois où on pouvait se dire peut-être, ah, Vingegaard meilleur que Roglic, enfin, en tout cas, à peu près au même niveau, c'était juste la troisième étape où Remco s'impose, mais sinon, c'est clair que ouais, Roglic semble quand même un peu au-dessus de Vingegaard et c'est bien aussi pour lui qu'il se fasse pas à chaque fois bouffer par Vingegaard, le pauvre. Mais je comprends pas tout le monde enterre Vingegaard sur cette première semaine où j'ai vraiment l'impression que il en a un peu rien à faire. Pour le moment, il laisse gagner ses coéquipiers. Mm. Surtout, c'est pas forcément des profils qui lui correspondent beaucoup. On a vu sur le Tour que sur des finishes comme ça très pentus, c'était plutôt l'avantage de Pogačar. Ouais. Donc moi, je pense que dès qu'on va arriver sur des longs cols, il va falloir aller le chercher, Vingegaard. Surtout que les trois Jumbo, s'ils jouent bien en envoyant d'abord Kuss, puis Vingegaard, puis Roglic, au bout d'un moment, je vois mal comment est-ce que Jumbo ferait pour ne pas gagner cette Vuelta. Et je me dis qu'il y a un monde où ils font 1, 2, 3 aussi, les Jumbo. Mais bon. Ah, 3, non, j'ai du mal. Je pense Non. que Kuss, au bout d'un moment, Mais Kuss, à mon avis, il va Ouais. profiter d'un marquage. Hein. On l'a Ouais, mais vu, Kuss- on le laisse partir en échappée. Ah, mais déjà, juste Personne demain, ne va rouler derrière lui. mais enfin, Kuss- pas juste demain, mais juste sur le chrono, déjà, il va prendre un tir parce que Mais c'est voilà, pas un c'est ça. très gros rouleur. Oui, tu vois, il va prendre un tir et puis se replacer dans l'étape et je d'après. pense, en partant il va d'échappée. faire un bon classement général, ça, je suis d'accord avec toi. Après, faire 1, 2, 3, j'ai du mal. Je pense que Remco, Bon, moi, j'y crois même, pas trop, mais c'est même pas si Ayuso, impossible que ça en ouais. soi. Non, c'est pas impossible, mais je pense que c'est très peu probable. Et puis même, bon, il va avoir, au bout d'un moment, les 3 grands tours dans les jambes, ça va se sentir, hein, même s'il a quasiment pas couru hors des grands tours, au bout d'un moment, tu les sens passer, quoi. Donc, Mm. je pense aller top 5, je serais pas étonné, mais je pense qu'en tout cas, il a un top 10 assuré. Déjà, là, je dirais hors chute ou grosse Oui. défaillance. Mais, Sûrement, après ça va vite. Si à un moment, enfin, le top 10 est assuré s'il a envie de le jouer. Tu vois, si ouais. il n'y a pas des écarts non plus monstres, hein, donc le dixième est qu'à 2 minutes, 2 minutes 43, 2 minutes 55. Donc à peine 3 minutes. 3 minutes, si tu te relèves, tu les perds très très vite, quoi. Mais ça va être intéressant. Mais justement, est-ce que bah, vous avez... parce que du coup, je vois que Almeida est 10ème. Est-ce que vous avez des coureurs qui vous ont un peu déçu sur cette première semaine? Bah oui, clairement. Moi j'en ai un qui me vient en tête. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est à l'image de sa saison. Hormis le Giro, Geraint Thomas, il est nulle part là. C'est ultra décevant. Et même globalement, l'équipe Ineos, Oui, voilà. hein, Oui, l'équipe la Ineos plus Volta, généralement. C'est compliqué, on les voit pas quoi. Genre, à part Ghana sur un sprint un peu bizarre qui a fait 2, on voit personne quoi. Il il est toujours groupé, mais ça pète de loin, ça prend des tirs. En plus, t'as Redman qui s'est pris une sacrée chute. D'ailleurs, Oui. on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais c'est clair que Ineos, sur ce Tour d'Espagne, ils sont à la rue complet, quoi. Et pas, ils mettent des mecs par défaut en échappée, Castroviejo notamment, mais t'as pas l'impression qu'ils peuvent peser une seule fois sur la victoire d'étape, quoi. T'as vraiment juste Ghana où tu dis, ok, il va faire les sprints parce que bah il y a tellement
ça va être tellement chaud pour Ineos cette Vuelta qu'il va essayer de gratter des résultats là-dessus, mais c'est Non, compliqué et quoi. Hein. puis Oh là là. sur le chrono, il peut aller chercher quand même peut-être Ouais, voilà, mais une ça victoire, va être mais la seule occasion, je pense. Je pense pas que Ineos va pouvoir aller chercher une victoire. À voir si Bernal, dans les grosses étapes de montagne, tente quelque chose, là, il y a moyen, mais c'est vrai que là, vu ce qu'on a vu cette première semaine, waouh, bah, c'est très compliqué. Hein. la 22e place au classement général de Geraint Thomas, ça fait quand même mal. Hein. Meilleur Ineos. Et Bernal, je le trouve même pas. Assis 52e. Il est Ouais, bien juste sûr. En plus, derrière Van Aert. il double avec le Tour de France, mais c'est vraiment catastrophique ce début de Vuelta pour Ineos. C'est chiant. Voilà, t'as quand même une belle équipe, hein, mais Bah, de après, plus qui abandonne dès le premier jour, tu rates déjà. En fait, en plus, tu pouvais le sentir. Hein, déjà, le chrono par équipe d'Ineos c'est complètement raté, quoi. ouais, Donc à partir de là, honnêtement, à part le bon Giro de Geraint Thomas, mais bon, voilà. Geraint Thomas, il est vieux. Tu peux pas compter que sur lui pour les grands tours avec Carlos Rodriguez. Enfin, oui, c'est clair. il y a quand même un problème, quoi. Donc, et c'est pas comme ça qu'ils vont en donner envie à Remco de venir, hein, je pense, parce que il va se dire, putain, c'est quoi ce bordel dans cette équipe? Bon, Enfin, après, bref. bon, non, je pense ça, c'est encore autre chose. Ça, faudra voir. Ineos, ça reste quand même le plus gros budget du peloton. Ça a quand Oula, même. ça a peut-être changé, hein. Ouais, je pense que ça m'étonnerait que Ineos Bah, ne soit pas le plus gros budget du peloton dans les bah, 2-3 années qui viennent. comment ça se fait que si t'es le plus gros budget, t'arrives à recruter bah, personne? Mais parce que l'argent fait pas tout. Et que surtout au niveau des mecs disponibles sur le marché, au niveau des leaders, c'était surtout des mecs qui venaient d'Ineos et qui n'avaient pas envie de prolonger parce que voilà, Tao il a pas eu beaucoup sa chance depuis sa victoire sur le Giro alors qu'on aurait pu s'attendre à plus. Bon, t'as Rodriguez qui reste, mais après Landa, il est déjà passé par Sky à l'époque. Je pense pas que Ineos était très intéressé pour le voir revenir. Enfin, vraiment, en termes de leader de classement par étape, t'as personne. Tous les gros mecs ont un contrat bétonné jusqu'en 2026-27, quoi. Oui, bah du coup, Yorick, vas-y, toi, c'est quoi ton flop sur cette première semaine? Et ben moi, mon flop, je vais dire Kevin Vauquelin. On attendait beaucoup de lui quand Ah, même sur ce premier grand tour. Après, bon, il a des circonstances atténuantes. Il a fait un gros début de saison quand même. Après, il a eu quelques petites chutes, une bonne blessure quand même qui a tronqué sa préparation. Mais le voir aussi loin, j'avoue que j'avais du mal à m'y attendre. Je pensais le voir aux alentours, aller un petit top 20, quelque chose comme ça. Voilà, je me disais qu'il y avait quand même quelque chose de sympa à aller essayer de choper là-bas. Mais bah, tu vois que les jambes sont pas au rendez-vous, j'ai l'impression. Et je crois qu'en plus, il a chuté également sur le chrono ou un truc comme ça sur cette Vuelta. Donc, c'est très, très compliqué pour lui et pour Arkea qui avait quand même tourné son équipe aussi autour de cet objectif d'avoir Kevin Vauquelin classé au général. Donc voilà, j'espère qu'il réussira à se remobiliser et aller chercher une petite victoire en échappée ou quelque chose comme ça. Mais ça a été cette première expérience est pour l'instant très compliquée pour lui. oui, mais Ouais, c'est justement, vrai. tu vois, tu l'as dit, première expérience. Enfin, c'est inespéré. Le problème, c'est que on a Lenny qui, pour sa première expérience, casse tout, mais c'est pas un bon exemple. Enfin, Ah, non, pour un mais premier. je me basais pas, tu vois, je m'attendais pas à ce que Kevin Vauquelin, qu'on soit clair, fasse comme Lenny, aller chercher le Non, maillot non, rouge ou quoi, tu non, vois, non, non, mais vraiment, je comprends ce quand que tu tu veux vois, par dire. exemple, tu sais, quand tu vois son Paris-Nice, son début de saison, là, il gagne aussi la classique Grand Besançon, je crois, bah, tiens, devant Oui, mais Thibaut et peut-être Lenny, tu as des trucs comme ça, enfin, c'est des trucs où je me disais, ok, peut-être aller gratter un petit top 20 au général, ou en tout cas le voir quand même tenir assez bien en montagne avec les favoris. hmm. Pas forcément vraiment être ultra bien placé non plus, tu vois, mais me dire, ok, il est encore là, il arrive à tenir, il est dans les 20-30 meilleurs. Là, il a complètement craqué sur l'étape 6, malheureusement, et Hmm. Mais voilà. il le disait avant même d'arriver à la Vuelta, il avait fait justement le Tour du Limousin, là où il y avait Grégoire, Ouais, 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 et ouais. il fait que cinquième, alors que bon, surtout quand on connaît Kevin Vauquelin, quoi. Je pense qu'il s'attendait à mieux, et il disait qu'il était pas du tout à 100%, quoi. Donc, en espérant que peut-être qu'au fur et à mesure de cette Vuelta, sa condition va monter et qu'il va pouvoir essayer Bah, de de. toute façon, c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà, c'est tout ce Hmm. que je lui souhaite. Pourquoi pas passer par une grosse perf demain sur le chrono? C'est un exercice qu'il. Enfin, pas demain, mais du coup, mardi.
Mais c'est un exercice qu'il aime bien, etc. Donc pourquoi pas déjà là le voir faire une jolie petite perf. Mais en tout cas, c'est clair que moi je suis aller chercher un bon gros résultat pour le remettre en confiance et bien finir cette année qui a été un peu, je dirais pas mitigé, mais quand même assez compliqué pour lui d'un point de vue sportif, quoi. En dents de scie, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et puis, voilà, c'est forcément dans une carrière, il n'y aura pas que des bons moments. Il a fait un super début de saison, mais voilà, il faut pas lui mettre trop de pression. Je pense que il reviendra meilleur. Mais moi du coup, je voulais faire la transition avec le débat. Je voulais pas donner un flop de coureur, mais pour moi le flop de cette Vuelta, c'est la Vuelta en elle-même, l'organisation, la réalisation sur quelques étapes. Je trouve que c'est, enfin, rien que la première étape, on se doutait que ça allait être n'importe quoi et le bazar. Tu fais un contre-la-montre, tu sais très bien à quelle heure se couche le soleil. Je pense que t'as pas besoin d'avoir fait bac+5 en météo pour le savoir, tu vois. Tu fais en plus dans des conditions. Ça serait de nuit, il y a des critériums qui sont de nuit, tout se passe très bien. Mais tu voyais aussi qu'il allait pleuvoir, tout le monde le savait, qu'il pourrait pleuvoir. Et là, tu finis un chrono dans le déluge, sous la pluie, de nuit. C'est n'importe quoi. T'as aucune équité parce que, alors c'est génial, on est trop content que Bardet ait gagné un chrono par équipe. Mais comment t'expliques que tu passes d'un chrono où il pleuvait un petit peu à un chrono où si t'allais trop vite, enfin t'étais obligé de. Après c'est les aléas de la course. Hein. Ouais, je pense c'est comme ça. Tu peux pas. Si maintenant à chaque fois que les conditions sont différentes pour différents moments, je trouve ça. Tu vois, il y a faire du vélo et faire du vélo dangereux. Pour moi, c'était juste dangereux. Tu fais de nuit un chrono alors que qu'il pleut et que tu prends un virage, tu le fais en fermant les yeux. C'est l'éclairage. Le problème, voilà, c'est l'éclairage. C'est pas dans les conditions. On a déjà vu plein d'étapes se dérouler dans ce genre de conditions. Je pense juste à la victoire de Thibaut Pinot l'an passé sur le Tour des Alpes. C'est des conditions pareilles. Hein, c'est un déluge absolu sur l'étape. Mais tu vois, là, ils sont capables d'annuler, enfin de geler leur temps à l'arrivée aujourd'hui, enfin sur l'étape 9 du coup, où alors que les images ont été prises 2 heures avant la course. Ils te montrent que les. Ouais, mais c'est différent parce que t'as déjà ce qui s'est passé sur la première étape, sur la deuxième, t'as aussi ce qui s'est passé sur. Oui, mais non, mais t'es à contre-temps totalement. Sur la troisième étape, tu vois. Donc c'est là, en fait, le truc, c'est que toutes les conséquences à débat, enfin toutes les actions qui ont posé débat sur les étapes d'avant, ont mené à ce que là, les organisateurs prennent des mesures entre guillemets de précaution vraiment drastiques et prennent vraiment aucun risque. Mais dans ces cas-là, alors. S'il n'y a pas tout ce qui se passe au début de la Vuelta, je pense que l'étape d'aujourd'hui se déroule normalement. Non, mais ça c'est très bien d'avoir gelé s'ils étaient pas sûrs, etc. Mais comment ça se fait qu'on a des images où t'as des mecs qui finalement se mettent à. Enfin, si tu veux geler les temps à 2,6 km, tu mets l'arrivée à 2,6 km. Mais tu vas pas ensuite faire un truc où à 2,6 km c'est les temps et à l'arrivée c'est le classement à la place. Du coup, t'as des mecs qui se battent pour les points UCI. Enfin, ça fait des images où non, tout le monde se relève. Puis après, t'as un mec qui attaque. Enfin, ça a aucun sens et ça montre un bordel, mais. En fait, le problème de la Vuelta, c'est la première étape parce que du coup, tu te retrouves à être dans une espèce de, je sais pas, d'Aqualand, rien d'éclairé, personne joue le chrono par équipe au final. T'as ton seul éclairage, c'est de la voiture suiveuse, quoi. C'est clairement. Voilà. Et du coup, tout le monde gueule. Et du coup, derrière, dès qu'il se passe un truc, on va geler les temps parce qu'on veut pas se retrouver avec des coureurs qui gueulent. Et du coup, à la deuxième étape, pareil, on annule. T'as deux extrêmes, en fait. Ils sont pas dans le juste milieu, ils sont passés d'un extrême à un autre. Mais ils pouvaient plus faire grand chose parce que de la première étape, c'est une honte absolue. Enfin, je sais même pas comment c'est possible que ça arrive dans un grand tour. Ouais, c'est clair. La deuxième, j'ai pas trop suivi, mais moi, je suis pas pour dès qu'il y a du mauvais temps, geler les trucs et tout. Alors oui, c'est dangereux, mais voilà, c'est la vie, c'est le vélo. Moi, j'ai pas le souvenir que quand on regardait avant le vélo, il y avait des trucs arrêtés toutes les 30 secondes dès qu'il y avait du vent ou de la pluie. Ouais. Ensuite, il y a eu Remco sur la troisième étape, qui se prend la spectatrice. Après ça, c'est quand même... Après, pour la troisième étape, je dirais que c'est quand même... voilà, je suis d'accord. C'est de la malchance. Attends. Sur la troisième étape, t'as aucun espace de dégagement. Les coureurs, ils arrivent au sprint. Tu crois qu'ils doivent réfléchir à est-ce que oh putain, faut que je freine direct.
Non, tu dois mettre un plus grand espace de dégagement où tu dois forcément... T'as des barrières. Pourquoi il y a Oui, autant de mais monde? c'est pas non C'est plus inadmissible. l'organisation Mais- qui. C'est plus de la malchance et voilà. Et c'est un peu tout parce que oui, Oui, j'aurais dû avoir c'était pas un peu optimal, mais plus, après sur l'école, c'est dur d'espace. Non, de mais Mais attends, après, tu veux pas me dire regarde la que... vitesse à laquelle arrive Remco, tu vois, genre, enfin, quand tu vois quelqu'un, même si, ok, on peut dire, vas-y, il est crevé avec l'étape, il est plus forcément utile, mais quand tu vois quelqu'un qui est, on va dire, à 50 mètres devant toi, t'as quand même vu la chute, là, il va quand même à une sacrée vitesse, Remco, tu vois, quand tu vois des gens, t'essayes d'anticiper, au moins de ralentir un peu, tu vois. Je pense que Remco aurait pu être quand même, les dégâts auraient pu être un peu moins, surtout parce que vu la chute, ça aurait pu Oui, être mais... moins si Remco, tu vois, il s'était dit, ok, vas-y, c'est. Parce que Remco, il arrive, il se dit, tout le monde va dégager dans tous les cas, bah les couilles. Si il anticipe et il se dit, putain, c'est quand même chelou que les mecs soient aussi proches, tu freines un peu, tu vois. Oui, mais donc c'est bien là où c'est le problème, c'est pas à Remco de devoir réfléchir. Oh merde, est-ce qu'ils vont. Enfin, tu vois, c'est à un moment Non, donné. juste de s'adapter aussi c'est à la pas lui, contexte. mais en même temps, bon. C'est aussi à lui un peu de s'adapter, de constater que comme c'est encore une fois le bordel, d'essayer d'éviter que ce soit le bordel à nouveau, tu vois. Et Enfin, là, il t'as doit, il peut, l'impression que en c'est tout pas cas, la Vuelta là quand même. La non, mais Vuelta, je suis c'est un d'accord. des 3 grands tours. C'est Oui, une je suis d'accord avec ça. quand même les meilleures organisations normalement du monde. Et n'importe quelle Ah non, manche mais de je suis Coupe de d'accord France avec est ça, mieux hein. organisée. Donc à un moment donné, faut pas trouver des excuses pour chaque truc. Ils avaient pas à être là. Enfin, en tout cas, l'organisation devait anticiper que bah, quand tu fais un sprint, après, bah, t'arrives et t'avances et tu réfléchis pas, oh merde, est-ce qu'il y a ça? Non, t'as souvent des super longs espaces de dégagement pour revenir au protocole. Je trouve que c'est de l'amateurisme et tous les jours passent et se ressemblent avec la Vuelta et Non, mais c'est clair que l'organisation de la Vuelta est la principale responsable pour toutes les étapes. Enfin, la réalisation aussi cataclysmique sur la 7e étape que Geoffrey Soupe gagne. On n'a absolument pu rien suivre du sprint. Les mecs étaient à contre-temps, étaient paumés complets. Mais par exemple, là, vraiment sur l'étape 3, c'est majoritairement l'organisation. Mais je pense qu'aussi, il y a de la malchance, comme l'a dit Po, et il y a aussi un peu Remco qui, selon moi, aurait pu peut-être diminuer les dégâts s'il avait anticipé le fait que c'était le bordel juste devant lui, quoi. Et voilà. ouais. Bon, en tout cas, on espère qu'ils vont réussir à quand même rectifier un petit peu le tir pour me Ils donner ont une meilleure. intérêt parce que, punaise, la pub que tu fais à la Vuelta avec une telle Mais, organisation, mais l'organisation, c'est ASO, non? bah, Ouais. je crois, ouais, il me Ouais, semble. c'est ASO, ouais. D'accord, ok. Ouais, bah en tout cas, Bah, c'est sûr que ASO, ils sont plus rapides pour ban des comptes Twitter, des comptes TikTok que pour organiser des courses. Voilà. Après, bon, ça c'est un autre débat. à méditer, à bon entendeur. À méditer, à méditer. On peut juste espérer que on va avoir de belles batailles entre Remco, les Jumbo et moi je trouve que Henrik Mas peut avoir une petite Impressionnant, hein. Pour un mec qui revient de ouais, blessure, franchement, ouf. il peut Après, avoir un bon, on petit coup à connaît jouer là. Henrik Mas, dès que c'est la Vuelta, c'est prime, hein. C'est une dinguerie, hein. L'écart entre Henrik Mas toute l'année et Henrik Mas à la Vuelta, c'est phénoménal. Juste vite fait, vous voyez qui en rouge à la fin de la semaine prochaine? Oh, Remco. Vingegaard. Ah, ouais, Oh, Remco. ok. Moi, je vais aller comme... Non, allez, je vais prendre un risque, je vais dire Roglic. Bon, un risque. Non, mais faut pas dire comme vous. Non, mon cœur voulait dire Remco, mais allez, je vais à contre-cœur. Bon, du coup, on va passer à la petite séquence. On en discute, on n'en discute pas. Le principe, il est simple. Je vous le rappelle. Je vous donne des sujets. Vous me dites, on en discute, on n'en discute pas. Si on en discute, vous parlez ensuite. Si on n'en discute pas, on passe à autre chose. C'est donc parti. L'incroyable victoire de Valentin Madouas sur la Bretagne classique ce dimanche. On en discute ou on n'en discute pas? Hippo. On en discute. Yorick. On n'en discute pas. Bon, moi, je vais dire qu'on en discute aussi. Non, mais du coup, ouais, superbe course, encore une fois, comme d'habitude, de toute façon, avec cette classique en Bretagne. Et Madouas qui gagne sa première victoire World Tour. Et voilà, pas n'importe laquelle. Face à, du coup, c'est qui? Non, Mathieu Burgodeau qui fait 2 en plus. Ouais, c'est ça. Mathieu Burgodeau 2 et Grosjean Et donc, 3. incroyable, ça fait tellement plaisir. En plus, il a eu des galères sur le Tour de France. Et là, de le voir revenir à très haut niveau, c'est amplement mérité. Ce qui est assez dingue, c'est que je pense que sa première victoire World Tour, c'est pas la course où il était le meilleur.
Parce Ah qu'il oui, peut clairement. remercier un énorme travail de Stephen Kung, qui du coup le ramène à un moment où on croyait que c'était fini, quoi. Et voir Mathieu Burgodeau qui malheureusement a fait un sprint avec un braquet immense et du coup avait pas la bonne cadence pour sprinter. Donc je pense que Burgodeau sinon pouvait gagner et je pense était peut-être quand même un peu meilleur. Mais tellement content pour Madouas chez lui, il avait les larmes aux yeux en interview d'après-course. Ça fait tellement du bien et puis on espère que c'est que la première de nombreuses victoires World Tour pour lui. Du coup, Victor Lafay qui signe chez AG2R, enfin qui signerait du coup, pour un salaire autour à peu près d'1 million. Du coup, Cofidis a été devancé. On en discute ou on en discute pas, Yorick? On en discute. Hippo. Bon, on en discute évidemment. Je vous laisse parler. Discutez. En vrai, moi, ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est que de ce que j'ai pu lire sur Twitter, enfin sur X, excusez-moi, mais c'est qu'apparemment, avant sa victoire sur le Tour, ça parlait d'apparemment environ 400 000 par an, Victor l'a fait. Et là, depuis sa victoire sur le Tour, ça serait supérieur aux 1 million d'euros, quoi. Donc, je trouve ça quand même incroyable. L'apport quand même juste d'une seule victoire sur le Tour de France, puisqu'en plus, faut être honnête, Victor l'a fait, hormis les 2 premières étapes sur ce tour, après on l'a plus vu, quoi, tu vois. Donc se Non. dire que voilà, ça a été le prime de sa carrière pendant 2 étapes du tour, ça lui a fait gagner 1 million d'euros, c'est quand même absolument phénoménal, quoi. Après, forcément, c'est quand même mérité, on connaît quand même le coureur, il a déjà gagné sur le Giro, même il a quand même montré des belles choses cette année déjà. Donc c'est quand même une très bonne chose pour AG2R de se renforcer avec lui, mais c'est clair que le tarif, incroyable, le tarif qu'il prend grâce à sa victoire. Alors, je suis totalement d'accord. Moi, je trouve que la fée a énormément de potentiel et je comprends pas du tout le choix d'aller à G2R quand tu es à Cofidis, une équipe qui tourne déjà qui marche hyper bien, dans laquelle tu marches très bien aussi, et pour aller dans un G2R, une équipe voilà, qui marche aussi bien, mais moi je trouve que Cofidis était hyper intéressant ce qu'il faisait, et que si la fée devait partir, ce serait plutôt à Ineos, quoi. Plutôt que partir dans une autre équipe française. Moi, j'ai pas trop compris. Alors bon, je pense que c'est des raisons financières surtout, mais moi, je suis pas trop hypé par ce transfert. J'aurais préféré Après, qu'il reste. après moi, je trouve ça pas déconnant non plus. Enfin, non, sportivement, je pense que chez H2R, il aura grossièrement le même rôle que chez Cofidis, c'est à savoir il aura sa carte sur les grands tours, sauf s'il doit accompagner par exemple un Félix Gall ou un Ben O'Connor sur d'autres petites courses par étapes, tu vois. Mais globalement, je pense que ça va être quelqu'un qui aura souvent sa chance en échappée et qui va pouvoir faire et avoir même être le lead sur les étapes un peu plus punchy, vallonnées, quoi. Typiquement, on peut dire bon, c'est vraiment le high, quoi. Mais les classiques ardennaises, on peut potentiellement penser que là-dessus, il aurait le lead chez AG2R, ce qui aurait peut-être pas été forcément le cas chez Cofidis. Mais en tout cas, moi, je trouve ça pas illogique non plus. Tu passes d'une équipe qui vit surtout les victoires d'étape à une autre qui est extrêmement performante dans ce domaine également. Donc, en plus, en prenant un bon gros chèque, pour moi, il est gagnant dans l'histoire. C'est plus Cofidis qui, pour le coup, est vraiment perdant de perdre un coureur de cette qualité, quoi. Ok. Bon, du coup, dernier sujet qui va te faire plaisir, Yorick, et là, si tu dis on n'en discute pas, Ah là. je comprends plus. Davide Bramati qui annonce le retour du grand Alaphilippe en 2024. On en discute ou on n'en discute pas? Hippo. On n'en discute pas. Moi, je trouve ça sans intérêt. Ok. Yorick. Ah bah forcément, on en discute. Ah, et là, du coup, je te rejoins. Je suis d'accord. Vas-y, commence. Ah, alors juste, on va rappeler, faut quand même rappeler ce qu'a dit Davide Bramati. Il a déclaré aux médias italiens BC News à propos d'Alaphilippe. Après ce qu'il a vécu, je suis certain qu'il reviendra la saison prochaine. Aujourd'hui, si vous perdez une semaine, c'est comme si vous perdiez un mois. Mais c'est un coureur qui a gagné beaucoup de courses et je m'attends à ce qu'il gagne encore beaucoup. Et il rajoute, il faut que Julien n'ait plus de pépins jusqu'à la fin de saison. Il aura encore besoin de cet hiver pour continuer à travailler sur les bases qu'on a fixées et vous verrez dans quel état de forme il reviendra l'année prochaine. Et ça, pour moi, cette déclaration, c'est un grand oui. J'attends ça depuis 2 ans, de revoir Alaphilippe Pram qui me fasse rêver comme jamais, s'il l'a fait à Louvain, comme il l'a fait sur le Tour de France à d'innombrables manières et sur beaucoup d'années, 2018, 2019, 2020, 2021, etc.
On connaît tous l'immense coureur qu'il est. Et après une année vraiment compliquée l'an passé où il a quasiment pas perf, on va être très honnête. Et cette année où c'est mitigé quand même. Hein. Il gagne sur Critérium et fait 10e du général, mais un tour très compliqué quand même où voilà, il y avait de l'envie, mais les jambes n'étaient pas forcément là. Des mondiaux où ça a été compliqué également. Donc voilà, moi j'attends que ça de revoir un Julien où je me dis putain, c'est le meilleur puncher du monde quoi. C'est mon rêve. S'il te plaît, Julien, reviens à cet état de forme. Non, mais J'ai trop souffert. en plus, ce que dit Bramati revient un peu sur ces mondiaux décevants, mais il apprend il nous apprend qu'il avait un petit rhume. Donc en fait, on a un peu l'impression que dès que ça peut lui sourire, il y avait toujours un petit truc qui bloquait quoi. Donc moi j'y crois. Moi je me dis qu'il prendrait pas le risque, d'annoncer ça et après t'as le risque de passer un peu pour un débile si t'as annoncé le retour d'Alaphilippe, voilà quoi. Donc je pense qu'ils doivent y croire sincèrement et du coup c'est aussi un peu rassurant, c'est-à-dire que Quickstep croit toujours pas mal en lui, et puis en plus avec les rumeurs de possible départ de Remco dans les prochaines années, ils se disent que peut-être que finalement Alaphilippe faut pas trop le mettre de côté, donc ouais on a hâte et j'ai trouvé aujourd'hui sur la Bretagne classique qu'il a tenté des trucs, enfin il était quand même acteur en début de course et après il a eu un peu de mal à suivre sur la fin, mais forcément il va pas retrouver un niveau, il était de retour à la compétition, donc c'est aussi un peu normal, mais c'est de bonne augure. On verra si il va faire les petites courses italiennes. Là, il peut se faire plaisir avec peut-être un peu moins de haut niveau, on va dire. Donc, et puis après, on verra sur le Lombardie où ça sera sûrement compliqué. Mais de toute façon, globalement, là, il a entre guillemets plus vraiment de pression puisque dans tous les cas, sa saison à Julien, elle est un peu décevante quand même si elle est largement meilleure que celle de l'an passé. Mais quand tu connais quoi, elle est un peu décevante. Mais oui, c'est clair que voilà, je pense que comme tu l'as dit, avec le risque, avec les rumeurs qu'on a eues de Remco chez Ineos, c'est clair que si tu perds ton autre leader emblématique depuis plus de 10 ans, ça fait quand même sacrément tâche. Donc je pense que forcément Quickstep a tout intérêt à essayer de le caresser aussi un peu dans le sens du poil et à montrer également qu'ils ont encore confiance en lui. Mais je pense aussi que, comme tu l'as dit, c'est très sincère. Enfin, on parle quand même de Julien Alaphilippe, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc forcément, on sait tous qu'un champion comme ça ne peut que être en mesure de renaître de ses cendres, quoi. On l'a vu plusieurs fois nous surprendre sur différentes courses, notamment Louvain, où personne ne pensait qu'il allait réussir à conserver son titre. Et au final, il a montré à tout le monde que le patron, c'était lui. On ne peut que s'attendre à ce genre de performance de sa part et être capable de revenir au plus haut niveau et à dire je suis Julien Alaphilippe, je suis le meilleur puncher de la dernière décennie avec Valverde et c'est moi le patron aujourd'hui, quoi. Donc moi j'attends que ça, j'espère que ça va arriver et franchement s'il te plaît Julien, vas-y. Ouais, je pense que c'est le bon mot pour terminer cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouvera du coup à la fin de la deuxième semaine pour vous parler du coup de cette deuxième semaine tout simplement. On mettra juste à la fin de cette vidéo quelques images de notre magnifique road trip du Tourmalet avec Hippo et Raph qu'on a monté. Vous verrez si on a réussi on espère que ça inspirera, on espère que ça va inspirer les coureurs français lors de l'étape du Tourmalet. On était en reconnaissance, malheureusement il y en a un de nous qui était malade, je dirais pas qui. Et du coup, on avait décidé de vous tourner une vidéo, mais finalement, on était plus là. Il n'est pas dans la vidéo. Ouais, voilà, on va dire ça. Et non, mais du coup, on vous laisse deviner. On va vous révéler si on a réussi à arriver en haut du Tourmalet ou pas. En tout cas, on essaiera sur nos prochains calls qu'on montera de vous faire un peu plus de vidéos ou de vlogs, quoi. Donc voilà. Eh bien, merci Yorick d'avoir été là. Merci à vous les gars, c'était une bonne vidéo. On se retrouve bientôt. Ouais, et merci Po. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de deuxième semaine. Salut les gars. Salut. Salut.
Salut les goats.